Après de longues années de production, sort finalement en 2009 le film Watchmen par Zack Snyder. Il est inspiré du roman graphique éponyme écrit en 1986 par Alan Moore et dessiné par Dave Gibbons. Le film compte en son casting des acteurs comme Jeffrey Dean Morgan, Patrick Wilson ou encore Billy Crudup. L'histoire se déroule pendant la guerre froide, dans un monde alternatif où les super-héros sont chose commune et où l'horloge de l'apocalypse indique minuit moins 5. La séquence qui nous intéresse aujourd'hui est la première car elle est absente de la BD. Nous allons alors chercher à comprendre pourquoi un film si proche de sa source a besoin de cette séquence. La séquence est un diaporama chronologique qui présente ces personnages en plaçant le contexte politique et social du monde entre les années 40 et les années 80. On découvre les Minutemen, un groupe de justiciers qui aident la police à arrêter les criminels, puis leurs successeurs, les Watchmen, et l'impact qu'ils ont. Dès la première photo, on découvre un homme, le hibou, en train d'empêcher un autre homme d'assassiner un couple sortant de l'opéra. Cette séquence est révélatrice de plusieurs choses. Pour commencer, tout au long de cette séquence, les couleurs sont délavées. Dans le style visuel de son réalisateur, la séquence s'écarte des couleurs éclatantes du roman graphique, comme des vieux comic books, comme on peut le voir sur la couverture du premier numéro de Batman présente en arrière-plan. Deuxièmement, elle évoque les origines du Chevalier Noir. Snyder annonce ici, grâce à l'affiche, que les super-héros sont des personnages de fiction. Il n'existe à l'origine pas de personnages surpuissants capables de voler dans son film. Les justiciers sont des personnages communs qui aident la police avec des costumes frôlant le ridicule et leur poing pour seule arme. Tout comme leurs vêtements, leur fin est ordinaire. En effet, Dollar Bill meurt après s'être fait tirer dessus tandis qu'il avait la cape coincée dans la porte du magasin qu'il devait protéger. Le spectre soyeux prend sa retraite lorsqu'elle est tombée enceinte, et l'homme insecte est devenu fou. On est loin du cliché du super-héros. Enfin, la scène, comme beaucoup d'autres dans la séquence, est immortalisée par un photographe. Cette présence implique la société dans l'histoire en tant que personnage à part entière. On peut retrouver dans d'autres scènes des civils comme celle de la victoire des États-Unis sur le Japon, ou même celle de la marche pour la paix. Ceci impose la question des civils et de l'impact des justiciers sur eux. Une question trop peu présente dans les histoires classiques de super-héros avec le méchant et le gentil. De plus, cette présence est importante tout au long de l'histoire jusqu'à la lecture du journal de Rorschach par le journal en passant par le sacrifice d'Ozymandias. Dans les films de super-héros plus récents, cette idée de protection de la population sert juste de couverture dans le but d'embellir l'image du héros, mais est trop peu exploitée. Par exemple, dans Infinity War, au moment où Thanos a anéanti la moitié de l'univers, les seuls personnages qui disparaissent à l'écran sont les Avengers, encore qu'on peut voir quelques civils disparaître en arrière-plan en post-générique. Dans Endgame, malgré le fait que le snap d'Infinity War a provoqué le film, le nombre de séquences où l'on en perçoit réellement les conséquences se compte sur les doigts de la main sur 3 heures de film. On peut reconnaître tout au long de la séquence différents événements historiques et personnalités influencés par ces nouveaux personnages. Miss Jupiter, imprimée sur Enola Gay, le bombardier qui a lâché la bombe atomique sur Hiroshima. Silhouette reproduit la photo du jour de la victoire sur le Japon. Le dernier repas du spectre soyeux évoque la scène de Léonard de Vinci. Le comédien assassine le président Kennedy en 1963. La photo intitulée Marche de la paix d'Elliot Erwitt en 1967 est reproduite. Le second hibou inspire Andy Warhol. Dr Manhattan marche sur la lune avec Neil Armstrong, tandis que Ozymandias est photographié devant le studio 54 avec David Bowie, Mick Jagger et les Village People. La musique permet également de s'approprier le contexte du film. En effet, la bande originale du film est remplie de chansons populaires comme The Sound of Silence ou encore Alléluia en passant par du Bob Dylan. Les personnages sont implantés dans une chronologie qui nous est familière, ce qui nous donne l'impression de les connaître davantage et nous permet de nous approprier ces personnages. Avec ce diaporama, le spectateur va accepter l'idée que les super-héros sont présents depuis des années. Le spectateur n'est plus dans l'inconnu et va trouver des repères qui vont l'aider à rentrer dans l'histoire. Enfin, cette séquence est une succession de dates importantes. Cette narration peut renvoyer à la perception du temps du Dr Manhattan. Comme dans le comics, il peut changer d'époque en un fragment de seconde. Cette séquence illustre l'évolution depuis le début des Minutemen dans les années 40 jusqu'aux Watchmen dans les années 80. Pour l'accompagner, le réalisateur a choisi la musique The Times They Are A-Changin', sortie par Bob Dylan en 1964. Cette chanson représentait un hymne au changement, mais aussi un hymne anti-guerre en pleine période hippie. La chanson annonce un monde en pleine mutation où les mentalités changent. Le chanteur est connu pour être un artiste engagé, que ce soit par ses actions, il a participé à la marche sur Washington avec Martin Luther King, ou encore par ses chansons, dont Blowin' in the Wind est une chanson pour les droits civiques. À l'image de l'artiste, les Watchmen sont un groupe engagé. À la fin de la séquence se taguait la phrase « Qui surveille les gardiens ?».
Ici, Snyder invite le spectateur à réfléchir. Il remet en question la légitimité des Watchmen. Contrairement aux super-héros classiques, leur présence est remise en cause. Non seulement les héros ne sont pas forcément des gentils, mais en plus le réalisateur nous invite à prendre du recul et réfléchir sur les événements. C'est le cas également pour la fin du film, lorsque Ozymandias sacrifie une partie de la population pour sauver toute l'humanité. L'idée paraît insensée, mais est à remettre dans son contexte. Après une première guerre mondiale dont on espère que ce sera la der des der, puis une seconde guerre encore plus destructrice, l'idée de sacrifier une partie de la population au hasard, dans le but d'éviter un affrontement mondial qui risque de détruire toute la population semble moins inenvisageable. Pour conclure, comme le roman casse les codes du comic book plus classique, ce film s'éloigne des super-héros plus classiques. Grâce à l'esthétique et aux situations présentées ici, le spectateur va s'approprier les personnages et être concerné par les conflits avec lesquels ils vivent. Au fil du temps, la politique mondiale évolue, tout comme les justiciers et leur légitimité. Dès le début, l'omniprésence des civils implique la présence du spectateur. C'est lui qui devra légitimer ou non les justiciers ainsi que leurs actes.